Bienvenue sur ma chaîne Science et Coaching qui a pour but de faire le lien entre les études scientifiques et les outils de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir comment la science nous explique ce paradoxe qui fait qu'on est sensible au regard des autres et on le sera toujours. Et en même temps, on va voir quelques outils de développement personnel qui nous permettent de mieux gérer cette sensation des fois désagréable qui peut nous empêcher à passer à l'action. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en immunologie et je suis une passionnée du cerveau. Je participe constamment dans des études cliniques pour mieux comprendre mon cerveau. Et j'adore vous partager mes découvertes sur la compréhension de soi, parce que l'être humain est un système si complexe qu'on peut passer toute notre vie, et en fait on passe nos vies, à chercher à mieux comprendre comment ça marche à l'intérieur de nous, pour mieux comprendre comment ça marche pour les autres également. Aujourd'hui, on va s'adresser à la question sur le regard de l'autre. Une question qui, pendant 30 ans, me bloquait à passer à l'action. Il y avait plein de choses que j'avais envie de faire et je m'arrêtais par rapport à la sensation de mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, comment ils vont me juger. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment la science explique un grand paradoxe qui existe dans nos têtes, qui fait qu'on est sensible au regard de l'autre, au jugement des autres et qu'à la fois, on est des gens qui jugent et ça serait toujours comme ça. Et à la fin de cette vidéo, nous allons voir quelques outils qui proviennent des experts du développement personnel, des gens qui sont déjà reconnus dans leur expertise de coaching, pour voir comment mieux gérer tout ça. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut repartir sur les bases de l'empathie. Il y a une étude qui a été faite chez les enfants qui ont moins de 1 an. Ce sont des bébés qui ont été exposés à une pièce de théâtre dans laquelle il y a 2 nounours. Un nounours qui joue plutôt le rôle du gentil et un nounours qui joue le rôle du méchant. Un bébé à moins d'1 an, il est capable de choisir le nounours gentil à la fin de l'étude. Pour vous montrer à quel point ça démarre tôt, cette capacité de pouvoir deviner les intentions des autres. Comment on fait ça? Il y a d'autres études qui ont été faites sur des personnes adultes où on a mis des électrodes sur le visage. Et on a découvert que pour comprendre les intentions des autres et ce qu'ils vivent, on va faire des micro-mouvements avec nos muscles faciaux. Donc ce sont des mouvements très subtils qu'on peut identifier en mettant des électrodes, mais qui sont presque invisibles et qui vont consister à imiter les expressions faciales de l'autre pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il vit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va imiter l'état interne de l'autre en se basant sur ses expressions faciales. Une preuve concrète, c'est qu'aujourd'hui, avec le masque, on a l'impression de moins bien saisir les émotions des autres. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à imiter, à voir les expressions faciales dans leur intégrité. Une troisième étude qui va encore plus loin dans les bases de l'empathie, elle nous démontre que lorsqu'on regarde des images où une personne est en souffrance, le circuit de la souffrance, le circuit de la douleur à l'intérieur de nous va s'activer. C'est-à-dire qu'on va éprouver de la douleur lorsqu'on voit quelqu'un souffrir. Et tout ça, c'est les bases de l'empathie. C'est-à-dire que constamment, on est en train de se projeter chez l'autre, essayer de comprendre ce qu'il vit pour mieux le comprendre et pour mieux interagir avec lui. On est des créatures profondément sociales. Cette attitude qu'on a tous et qui est rapide et inconsciente et qui nous aide à mieux connecter aux autres, elle est à la base de nos interactions sociales. Et elle est beaucoup moins développée chez les autistes, par exemple. Eux, ils ont du mal à connecter et à comprendre ce que l'autre vit. Cette attitude, à la fois, elle nous aide à mieux comprendre l'autre et à la fois, elle peut être un double tranchant et parfois, on finit par s'oublier soi, oublier ce qui était important à faire pour aller étudier ce que l'autre pense de moi. Et c'est là où ça commence à faire mal. Mais comme chaque chose dans ce monde, toute aptitude qui existe, il y a son opposé qui existe en parallèle. La nature, elle n'a pas oublié de mettre en parallèle un mécanisme qui nous permet de nous dissocier des autres et au contraire de couper ce lien, d'arrêter de se préoccuper d'eux. À partir du moment où on ne s'identifie pas à l'autre, à partir du moment où on estime que l'autre est différent de nous, qu'il appartient à un autre groupe religieux, culturel, catégorie d'âge, tout un tas de paramètres qui peuvent faire qu'on ne s'identifie plus à lui, à partir de là, les mécanismes dans nos têtes changent. Et on va passer de la préoccupation qu'est-ce qu'il pense de moi à un total infoutisme. J'ai rien à foutre de ce qu'il va dire de moi. Dans une étude scientifique, ils ont mis dans un scanner des gens et ils leur ont montré une main qui était en train de se faire piquer par une aiguille. Quand on voit une image comme ça, naturellement, il y a notre circuit de la douleur qui s'active et on va éprouver de la douleur pour l'autre. Dans l'étude, ils ont rajouté un paramètre de plus. Ils ont catégorisé les mains des personnes qu'on voyait sur l'écran et ils ont mis différents types de religions. Il y avait une main qui appartenait à un chrétien, une autre à un musulman, une autre à un hindou, une autre à un athée, à un juif, et la 6e appartenait à un scientologue. Et les scientifiques se sont rendus compte qu'on n'était pas sensible de la même manière. À l'intérieur de nous, le circuit de la douleur va s'activer préférentiellement pour le groupe auquel on appartient
et beaucoup moins pour les groupes auxquels on n'appartient pas. De la même manière, face à un SDF, notre cortex préfrontal qui est responsable de la sociabilité avec les gens, il est moins actif que face à une personne qui n'est pas SDF. Voilà comment à l'intérieur de nous, de manière inconsciente et très rapide, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour nous dissocier du groupe auquel on n'appartient pas. À l'intérieur de nos têtes, il y a un mécanisme qui nous permet de nous identifier aux autres, de les voir comme similaires et d'éprouver la douleur avec eux, mais à la fois il y a un mécanisme qui nous permet de les voir comme différents de nous et de nous dissocier d'eux, voire parfois à l'extrême les voir comme des objets. Quand on est sensible au regard des autres, on est plutôt piégé dans le premier mécanisme. Il y a beaucoup de gens qui ont surdéveloppé ce muscle qui va être plutôt « je connecte à l'autre » et je m'intéresse à ses intentions pour mieux les comprendre. Et je m'intéresse qu'il vit pour mieux me mettre à son service et identifier de quoi il a besoin. Et c'est un très beau muscle. Par contre, quand il est surdéveloppé, il peut causer de la souffrance parce que du coup, on sera constamment en train de se questionner sur ce qui expérimente l'autre, sur ce qui vit l'autre. Et pas se focaliser sur ce que nous on a à donner, ce que nous on a à faire. Pour ce type de personnes, il y a vraiment besoin de se détacher de ce muscle et de développer le muscle opposé, celui qui me permet de me distancier des autres, de prendre un peu plus de distance et de me dire, ok, eux, c'est des gens qui sont différents de moi, chacun son univers qui est différent de moi, et je les autorise à garder leur univers comme il est, sans pour cela chercher à les faire adhérer à tout prix à ce que je vais transmettre, partager, etc. Donc scientifiquement parlant, on a l'aptitude de faire un choix entre l'un ou l'autre. Maintenant, les gens, la plupart du temps, ils ne sont pas conscients de ça. Et dans ma vidéo, j'aimerais vous partager vraiment ces mécanismes pour que vous puissiez voir qu'à l'intérieur de vous, vous avez le choix et vous pouvez à chaque instant choisir est-ce que j'ai plus besoin de m'identifier à l'autre pour mieux le comprendre et peut-être adapter mon discours parce que par exemple dans une prise de parole en public on a besoin d'adapter son discours par rapport à ce qu'il vit l'autre, ou bien je prends la distance, je me focalise sur le contenu que j'ai à transmettre. Pareil, je prends l'exemple d'une prise de parole en public, je me focalise sur mon contenu, je crée de la distance entre moi et les gens, je les autorise à ne pas être d'accord forcément avec ce que je suis en train de dire et je me focalise sur ce que moi me tient à cœur, mon contenu et ce que je suis en train de faire. C'est vraiment deux états à adopter. Voyons maintenant quelques outils des experts du développement personnel. Et je vais commencer par mon mentor David Laroche qui nous dit que pour être à l'aise avec le regard des autres, une première chose, c'est tout simplement de comprendre que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui vont nous critiquer. Il va y avoir toujours des gens qui ne s'identifient pas à nous. Donc comprendre qu'il y aura toujours des critiques, c'est indispensable pour être plus à l'aise avec le regard des autres. Si je m'y attache trop à l'idée que mon message doit être accepté par tout le monde, je serai très mal à l'aise face aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et eux, ils vont toujours exister. Je ne peux pas les éliminer. Nathalie Martin vient pour ajouter une couche en nous disant de travailler notre regard sur nous-mêmes. Et on a vu que dans les bases de l'empathie, on va constamment chercher à comprendre les intentions des autres. Mais le mécanisme, il est un peu biaisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire de manière indépendante, en essayant de comprendre complètement le monde de l'autre, en tenant compte qu'il peut être différent. Mais constamment, on va projeter notre propre monde chez l'autre à essayer de comprendre ce qu'il est en train de penser. Par exemple, si on voit une expression de visage qui est un désaccord, on va se l'approprier en se disant « Ah, il est peut-être pas d'accord avec ce que je suis en train de dire ». Alors que certaines personnes font la même grimace tout simplement quand ils sont concentrés. Donc plus je travaille le regard sur moi, plus je suis à l'aise à dire que ce que j'ai à donner, ça a de la valeur, que ce que j'ai à apporter, il y a une belle intention derrière tout ça, moi je vais rentrer en résonance avec des messages des autres qui seront de l'ordre, c'est nul ce qu'elle dit. Donc travaillez le regard sur soi avant de passer à l'action. Soyez convaincus que ce que vous voulez apporter, ça fait sens pour vous. Sadhguru, qui est un gars exceptionnel, rajoute à ça que c'est à soi de se définir qui on est. Ça revient un peu à la même chose que ce que Nathalie Martin nous disait, de travailler le regard sur soi, parce que plus je travaille le regard sur moi, plus je sais qui je suis, je me définis qui je suis, je sais ce que je suis venue faire, je sais ce que j'ai à apporter, et je suis à l'écoute des autres, de ce qu'ils me disent, mais je ne vais pas pour cela laisser ce que les autres disent de moi me définir. C'est comme si je laissais couler le message sur moi, j'entends ce que l'autre me dit. Si c'est un feedback qui est intéressant pour moi, je prends et je vois à quoi je peux améliorer. Mais sinon, je laisse couler et je passe à autre chose, tout en gardant en tête qui je suis. C'est moi qui me définis. Je donne à aucun être humain le privilège de définir si je dois être heureux ou malheureux.
Et milieu avril rajoute quelque chose d'essentiel et qui aide énormément. C'est au lieu de se focaliser sur quelles sont les intentions des autres, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que je suis en train de faire, c'est de se focaliser sur l'action que je suis en train de faire. Je suis en train d'enregistrer une vidéo, je reste focalisé sur le fait que j'enregistre une vidéo. Je vais penser plus tard à ce que les autres ont à me dire, le feedback qu'ils ont à me renvoyer, s'ils ont aimé ou pas aimé, je vais y réfléchir plus tard. Maintenant, je suis dans l'action et il n'y a rien d'autre qui va compter et qui va distraire mon attention. David Lefrançois aborde la question différemment. Il part du principe que quand on reçoit des critiques, c'est douloureux à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on vit de manière pas très agréable. Et donc, c'est les moments où on a besoin de prendre soin de soi. Et se poser la question, de quoi j'ai besoin? Si, à partir du moment où je suis mal face au regard de l'autre, je me pose la question, ok, comment je peux prendre soin de moi? De quoi j'ai réellement besoin? Par la suite, je vais pouvoir agir et au lieu d'être crispé devant le regard de l'autre et les critiques, je vais pouvoir peut-être demander de l'aide. Dire, ok, la manière dont je dis cette chose ne te plaît pas, dis-moi c'est quoi qui ne va pas. Dis-moi comment je pourrais mieux m'exprimer. Dis-moi comment améliorer mon message. Donc je ne suis plus dans un état de subir le regard de l'autre, je suis dans un état proactif dans lequel je n'attends pas que l'autre prenne soin de moi, je prends soin de moi, j'identifie le besoin, et je lui fais la demande pour voir comment lui, il peut m'aider. Je le mets à mon service. Et je vais finir par une technique qui nous a été partagée par une psy, Christelle Albaret, qui s'appelle la technique des 2 D et les 2 R. Les 2 D, c'est donner et demander. Donc pour la personne qui a un petit peu du mal avec le regard de l'autre, elle est souvent trop dans le donner. C'est une personne qui va se projeter de l'autre, qui va présupposer quels sont les besoins de l'autre et les anticiper. Et voire des fois, elle donne trop. Donc c'est peut-être un premier paramètre à régler. Est-ce que vous êtes en train de trop donner à des gens qui ne vous ont rien demandé? Le deuxième D, c'est pour demander. C'est-à-dire qu'il y a des moments, au lieu de donner, j'ai besoin de demander de l'aide, j'ai besoin de demander un conseil, j'ai besoin de demander qu'on m'aide à satisfaire un besoin à l'intérieur de moi. Ensuite, il ne suffit pas juste de demander, il faut apprendre à recevoir. Pour les gens qui sont très empathiques, parfois ils ont du mal à recevoir de l'aide. Même s'ils arrivent à passer au stade de demander de l'aide, parfois ils n'arrivent pas à prendre l'aide. Parce qu'ils ont un jugement dessus ou parce qu'ils sont mal à l'aise, parce que ça crée un sentiment de mal-être. Donc pour apprendre mieux à recevoir, il y a juste besoin de se dire qu'on rend service à l'autre, de nous être utile. Quand il peut nous donner quelque chose, il se sent d'autant bien que nous on se sent à recevoir parce qu'il est en train de donner, il est en train de m'aider. Puis le dernier R, c'est pour refuser. Parce que quand on fait une demande, il ne suffit pas de demander. Parfois, il va y avoir des choses qui vont nous être proposées, mais qu'on n'aimera pas forcément. Et on doit être capable de pouvoir dire non pour pouvoir avoir cette indépendance, cette autonomie, cette sensation de liberté quand on est face au conseil des autres. On n'est pas obligé de prendre tout ce qu'on va nous donner. J'ai besoin d'apprendre à recevoir, mais ce n'est pas pour cela que je vais me l'approprier, m'identifier à ça. Et parfois, ça ne me correspondra pas. Je reçois, je fais traverser à travers mes filtres, je vois si ça me correspond et si ça ne me correspond pas, je dois être capable de dire non, ça ne me correspond pas et de renvoyer le cadeau. Voilà, je vais m'arrêter là. Je sais que la vidéo a été un peu dense. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez au moins pu noter 1 ou 2 outils qui vont vous aider à mieux affronter ce paradoxe qui vit à l'intérieur de nous entre qu'est-ce qu'il pense de moi et je m'en fous de ce qu'il pense de moi. C'est un vrai paradoxe et on doit se surveiller à chaque instant si on ne bascule pas d'un côté plus qu'un d'un autre. Il y a des gens qui ont besoin de travailler un peu plus leur empathie, d'autres ils ont besoin de travailler un peu plus leur distanciation. Et c'est dans cette capacité de gérer ce paradoxe où on apprendra à être libre au final et on apprendra à être nous-mêmes tout en respectant les autres. C'est complexe et ça s'apprend tout au long de la vie, on peut se réajuster à chaque instant. Mais d'abord, pour pouvoir apprendre, on a besoin de conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et j'ai essayé avec cette vidéo de vous amener une image globale de ces paradoxes qui vivent à l'intérieur de nous. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-la autour de vous parce que c'est des choses qui arrivent à chaque être humain. Et quand on ne les comprend pas, on peut en souffrir. Plus on est à l'aise à comprendre ce qui se vit à l'intérieur de nous, même quand il y a de la douleur on ne pourra pas l'éviter. Mais on pourra rapidement rectifier et dépasser la douleur pour vivre une vie qui est de meilleure qualité tout simplement, en se connaissant soi-même et en réajustant nos comportements. Mettez-moi en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo, ça vous permettra de mieux le retenir, le mémoriser parce que c'est important de repartir avec quelque chose. Vous venez de passer plusieurs minutes de votre journée avec moi et j'aimerais que vous repartez de là avec un vrai cadeau
et que ce ne soit pas juste du temps que vous avez passé devant une vidéo YouTube. Notez ce qui vous marque de cette vidéo et je vous souhaite de pouvoir l'appliquer, de le voir plus clairement à l'intérieur de vous, de pouvoir jouer avec la prochaine fois quand ça vous arrive. Belle journée à vous, on se retrouve samedi prochain avec une nouvelle vidéo et je vous souhaite le meilleur.